De retour sur Actu Matin pour l'instant débat. La transition l'a annoncé peut-être, mais on n'y aura pas droit. On va passer directement à nos discussions ce matin avec deux sujets. La rencontre UPR et BR tout récemment. Les patrons au sommet de ces deux partis se sont rencontrés et ont discuté en début de semaine. On dira 2 mois à ce propos. Ce n'est pas la première fois que les leaders de ces deux partis politiques sont allés à des confidences entre eux. On parlera aussi de cet échec, le tout premier de la loi sur l'amnistie proposée par les députés de l'opposition au Parlement béninois, avec cet avis négatif de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Chers messieurs, j'ai un plateau assez riche et rempli aujourd'hui. William, bonjour. Eric, bonjour. Franck, bonjour. Ulrich, bonjour. Et il y a donc notre premier sujet qui concerne le PR et le BR, les deux partis qui se revoient pour réitérer leur volonté à travailler ensemble. Est-ce que ça ne devient pas un fait banal sur la scène politique nationale, Eric? Parce que ce n'est pas la première fois. Je pense que les deux partis politiques ont trouvé la formule de se mettre ensemble. Déjà que le point commun, c'est qu'ils accompagnent les actions du programme d'action du gouvernement. Et donc, ça va de soi qu'au plan politique, ces deux partis puissent trouver le pont qui puisse leur permettre de pouvoir aborder certains sujets de façon commune. Et je pense que, bien au-delà, il y a un accord de gouvernance qui lie les deux partis, notamment sur la gestion de certaines communes. Vous savez que ce serait mal vu que dans une commune, les conseillers BR et conseillers UPR se chargent régulièrement. Donc je pense qu'ils ont trouvé la formule, à travers cet accord de gouvernance, de pouvoir travailler ensemble. Mais bien au-delà, je pense que de ce que j'ai pu noter des échanges, il sera mis en place des comités, des commissions au niveau des deux partis politiques, par exemple pour la gestion de la communication. Donc, pour aborder tel sujet, Autant créer un seul parti politique, non? C'est pas mieux ça? Pour aborder tel sujet ou tel sujet, les deux partis vont se concerter pour que la décision soit commune. Franck, il faut mieux créer un seul parti politique, c'est pas mieux ça? Si on veut créer une bonne cellule de communication entre les deux partis, se communiquer sur les actions qu'on veut faire, etc., ça devient un seul parti. Moi, je pense que ce serait peut-être l'idéal. Ça va réduire davantage le nombre de partis politiques et nous amener à respecter davantage également disons, l'esprit du système partisan qui veut que nous finissions avec des pléthores de partis politiques que nous avons enregistrés au lendemain de la conférence de 1990. Mais je pense que pour avoir tiré des leçons des différentes luttes électorales qu'ils ont eu à mener, ces partis politiques ont pris conscience que sur le terrain, si on doit continuer par se chamailler, si on doit continuer par se flécher, le résultat ne sera pas atteint parce que le paysage politique aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a, disons, au début de la naissance de ces deux grands blocs-là. Il y a maintenant l'opposition, le parti Les Démocrates, qui est en train de faire du travail sur le terrain. Les FCBE aussi. Les FCBE aussi, qui sont aussi de... Les MPL, qui auront leur mot à dire forcément. Et donc, nous avons vu même lors des campagnes électorales des militants UPR et BR qui se sont clashés sur le terrain, qui se sont envoyés des flèches, des piques, et ça ne donne pas toujours une bonne image. Je pense que cette rencontre-là, ça devrait même se tenir, à mon avis, entre tous les partis politiques. Parce que, pour moi, il y a des questions essentielles qui concernent la vie de la nation, sur lesquelles tous les partis politiques, que vous soyez même de l'opposition, de la mouvance bleue ou vert, vous devez vous entendre sur ça, ne serait-ce que pour garantir l'harmonie au sein du pays. C'est quand même curieux ça, non? Cet alliage, cet attelage, William, des capitalistes BR qui s'acoquinent avec des socialistes progressistes. Comment on fait ce mariage-là? Là, vous parlez des idéologies. Oui, évidemment. Évidemment. Maintenant, si tous deux soutiennent un pouvoir capitaliste et que tous deux ont presque la même idéologie qui n'est que l'action ou
ou le bilan de Patrice Talon, des actions menées par Patrice Talon, là, il n'y a carrément pas d'idéologie politique. Je crois qu'on a du mal à avaler cette pilule parce que nous ne sommes pas habitués à cette façon de faire. Et les politiques non plus, parce qu'ils ont été habitués à faire des alliances toute leur vie. Le président Soglo, en venant au pouvoir, n'avait pas de parti politique, mais après, la Renaissance du Bénin a été créée. C'est cette formation qui a été sa formation politique durant tout le mandat, si mes souvenirs sont bons. De l'autre côté, le président Kérékou, jusqu'à son départ avec l'UBF, il y avait des alliances qui étaient possibles encore avec l'organisation juridique de l'atmosphère politique à l'époque, ce qui faisait que les grands ténors, qu'ils soient des poids lourds ou des poids légers ou des menus frétins, parce qu'il y en a aussi en politique, ils s'entendaient dans un même, je vais dire, dans un même creuset pour soutenir les actions d'un président de la République. On parlait de coalition au pouvoir la plupart du temps. Boni Yayi, c'était le cas. La FCBE n'est devenue parti politique qu'après le départ de Boni Yayi. Sinon, pendant les 10 ans de Boni Yayi, la FCBE était une coalition, c'était une grande alliance avec beaucoup de partis politiques. Donc, nos politiques ont appris à soutenir ensemble un chef d'État, mais en ayant comme chasse gardée leur électorat, leur base, leur parti politique, autrefois de quartier ou de communes à la limite. Et donc, l'ADN n'a pas vraiment quitté, ce qui fait que même quand la réforme très brandie du système partisan est en vogue, on a du mal à voir en une seule unité, en une entité unique, exclusive, tous les acquis à la cause du président Patrice Talon pour soutenir son mandat. Et c'est pour cela que ces deux formations politiques à ancrage varié territorialement parlant, une un peu plus en avant dans l'hémisphère nord et l'autre au sud, on a du mal à voir tout le temps ces partis discuter. Maintenant, il parle d'accord de gouvernance dans les communes. Moi, je pense que ce n'est pas le principal sujet et que cet argument ou cette communication est faite à la fin des différentes rencontres entre les deux responsables des partis politiques pour cacher les sujets dont ils discutent, parce que moi, je crois qu'actuellement, l'objectif 2026 est le plus en vue et est le plus discuté. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils cachent ce dont ils discutent? Pour la première rencontre, on a quand même été... Enfin, on a eu quelques bribes. On a appris quand même que les deux formations politiques voulaient bien discuter pour voir dans quelle mesure les communes où il y avait des crises, parce que les deux formations politiques étaient présentes et disputaient le fauteuil, que ces communes puissent retrouver un peu la paix. Je crois que Copargo est tranquille, Kandi aussi est tranquille, ou je ne me souviens pas trop, etc. Il y a quand même quelques conseils communaux qui ont retrouvé leur équilibre et leur calme depuis lors. Donc, forcément, il y a que les choses bougent depuis qu'ils ont commencé à discuter, Ulik. Oui, un calme apparent, je dirais, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Vous savez, c'est des partis, bien qu'ils soutiennent tous le président de la République, le chef de l'État, et il reste tout de même deux partis bien distincts avec des idéaux politiques assez singuliers. Ce qui veut dire que, déjà, parler de fusion, ce n'est pas tout de suite, William a bien fait de le dire, ce sera une pilule difficile à avaler. L'autre aspect, c'est que quand on parle de la gestion territoriale à la base, je pense qu'effectivement, c'est juste pour ne pas laisser le terrain fertile, le terrain favorable à l'opposition qui, d'une certaine manière, est en train de travailler. Vous n'êtes pas savoir qu'il y a quelques années, on ne voyait vraiment plus l'opposition. On ne voyait que deux partis. Et ces deux partis n'étaient que deux grands blocs qui soutenaient le président de la République, que ce soit au niveau de l'administration territoriale, qu'au niveau au niveau de toutes les instances. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le climat politique, en fait, le tableau politique a changé. On voit déjà à l'Assemblée nationale, les démocrates qui sont là, ça veut dire que l'opposition est présente au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans la commune aujourd'hui, on sent beaucoup plus cette effervescence-là de l'opposition. Donc, le terrain n'est plus favorable pour qu'il y ait une guéguerre entre les partis qui soutiennent le président de la République. Donc, ces genres de rencontres sont beaucoup plus pour tisser des liens, voir dans quelle mesure travailler ensemble tout en créant un bloc autour des intérêts légitimes du chef de l'État. Donc je pense que c'est déjà le premier aspect. Mais l'autre aspect, c'est de savoir aussi que 2026 est là. Parce que j'ai démarré en disant que c'est un calme apparent, puisqu'il n'y a pas d'enjeu pour l'instant côté communal, côté législatif. Le grand enjeu qui est là, c'est l'élection présidentielle. Et quand on parle d'élection présidentielle, on a d'autres élections, oui, mais je dis le grand enjeu, j'ai bien dit le grand enjeu, parce que c'est ça le plus intéressant,
c'est l'élection présidentielle qui est l'enjeu principal qui est là. Et par rapport à cela, le chef d'État est obligé parce qu'ils ne peuvent pas se voir tout le temps comme ça. Je pense qu'il y a des consignes à la base qui ont été données, il y a des consignes du sommet qui ont été données. Donc, en se voyant, c'est une manière de faire un bloc contre l'opposition. En quoi est-ce que c'est un impératif pour eux de se parler, même s'il y a présidentielle, même s'il y a législative en 2026 au communal? Est-ce qu'ils sont obligés d'être ensemble, Franck, pour aller à ces élections-là? Depuis le début, ils n'ont jamais été ensemble pour la présidentielle de 2021, malgré que, peut-être avec de gros challengers pour cette élection présidentielle, ils ne se sont pas coalisés pour le soutenir en tant que tel. Oui, c'est impératif parce que là, l'enjeu des élections générales à venir, l'enjeu, il est grand. Vous savez, nous avons 3 élections à organiser et le plus grand enjeu, c'est bien entendu la présidentielle. Aujourd'hui, disperser les forces, les énergies, ne pas les fédérer, ça va constituer un manque à gagner pour ces 2 partis qui soutiennent la gestion du gouvernement et qui aspirent à conserver le pouvoir en 2026. Ne l'oubliez pas. Et moi, je pense que le plat de résistance de cette rencontre-là, même si on ne va pas le dire, je pense que ça va être d'analyser, d'explorer les possibilités d'avoir à soutenir tous ensemble un duo de candidats pour surtout la présidentielle. Justement, c'est la question pour la présidentielle, pour ne pas émietter les chances, il faut se mettre ensemble. Mais moi, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes par rapport au poids des partis politiques. Vous savez, c'est beaucoup de choses dans le BR, c'est beaucoup de choses dans l'UPR. Maintenant, on est en train d'explorer les pistes de se mettre ensemble à 2 ans des élections. Est-ce qu'on pourra faire l'arrimage nécessaire entre les 2 forces? Est-ce que les personnalités qui, pour certains, disent, parce que l'autre est dans l'UPR, je ne vais pas rester dans l'UPR, l'autre est dans le BR, je ne voudrais pas rester, je préfère rester dans l'UPR. Est-ce qu'on va pouvoir parler de même langage à 2 ans de cette échéance très importante? Moi, je me pose, des questions à ce niveau. Et c'est là que j'attends les leaders pour voir comment est-ce que ça va se passer. Justement, est-ce que ce n'est pas un grand travail là, Eric, que de chercher à travailler ensemble, alors qu'on sait que tout récemment, il y a eu quand même quelques jeux de chaises musicales où ceux qui sont frustrés au niveau du BR vont se réfugier au niveau de l'UPR, ceux qui sont au niveau de l'UPR frustrés viennent se réfugier au niveau du BR, quitte à continuer à soutenir les actions du chef de l'État. Alors, si un accord se trouve et qu'ils ne peuvent plus faire ce voyage, vous connaissez la destination, non? Je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre avant de s'engager dans cette démarche-là. Parce que l'un des points abordés à l'occasion de cette rencontre, c'est d'évaluer justement ce que nous avions observé comme guéguerre entre les 2 partis politiques, surtout en période électorale, et les conséquences de ce phénomène-là. Peut-être qu'ils ont tiré la conclusion que cela ne leur a pas arrangé et que maintenant, il faut faire peut-être autre chose. Et l'autre chose, c'est de se mettre ensemble pour que la difficulté que nous avons vue, enfin, au niveau de ces 2 formations politiques où militants BR, militants UPR se chargeaient régulièrement sur le terrain, puisse être à leur avantage. Parce que ce que eux autres, ils ont réussi certainement à se mettre ensemble et à pu discuter, on n'a pas réussi ça du côté de l'opposition. La chose aurait pu être facile. Par exemple, que les démocrates et puis la FCBE puissent véritablement se mettre ensemble. L'idée avait été agitée, où nous avons vu un courrier que nous avons salué d'ailleurs, des démocrates à l'endroit des FCBE pour créer justement ce cadre d'échange. Je pense qu'on ne peut pas... enfin, les 2 partis ne s'en cachent pas. Enfin, on ne se rencontre pas seulement pour parler de gouvernance locale. Il est bel et bien question de 2026 parce que les 2 partis ont convenu de mettre ensemble un comité pour décider des actions majeures à mener sur le terrain. Donc, je suis sûr que les jours à venir, nous verrons ce que ces nouvelles options donneront au profit de ces 2 formations politiques. Mais aussi, ils l'ont précisé, de pouvoir assumer la posture, n'est-ce pas, en tant que parti qui accompagne les actions du chef de l'État. Alors, action majeure, j'imagine, désignation du duo à l'occasion de la présidentielle, mais confection aussi des listes pour les législatives et les communales. Quand on sait que les législatives et communales vont précéder la présidentielle, on va commencer déjà par les listes de candidatures. Certainement qu'on va positionner un BR ici et un UP pour la suppléance. Ils vont faire une liste unique. Comment ça va se faire? Oui. Vous avez une idée? Comment vous projetez cette collaboration politique? Sincèrement, je ne peux pas me lancer tout de suite, mais déjà, nous
tout le monde peut déjà imaginer que ce ne sera pas un exercice facile. D'autant plus que déjà, par le passé, on a vu des frustrés BR qui sont retrouvés au niveau sur la liste UPR et des frustrés UPR qui sont retrouvés sur la liste BR. Et ce jeu de chaises qui se passait justement... collaboration des non, c'est pas une sorte de collaboration, bien au contraire, parce qu'ils partent souvent soit pour des raisons de convenance ou des frustrations à l'interne. Donc, si déjà, je suppose, je prends un membre UPR qui s'est senti frustré et qui dit je pars pour des raisons de convenance, c'est parce qu'il estime qu'il ne se retrouve plus en odeur de sainteté avec son parti originel. Maintenant que ce même parti vienne à travailler avec lui alors qu'il est maintenant au niveau du BR, vous n'êtes pas sans savoir que sur le terrain, il y aura des bisbilles. L'autre chose encore, quand nous prenons ces listes-là qui seront confectionnées, nous avons vu par le passé, il y a des gens, lorsqu'on a confectionné les listes, il y a certains qui ont quitté le BR, je ne veux pas citer de nom, qui ont quitté le BR pour l'UPR. On en a vu au sommet, on en a vu au nord, dans le septentrion plus précisément. Il y a eu des déclarations politiques publiques qui ont été faites. Ce qui veut dire que même dans ces positionnements, on doit faire attention parce que ça risque de créer ça veut dire créer une implosion au niveau. Ce n'est pas par hasard que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une fusion. Ce n'est pas par hasard. Parce que nous avons deux partis politiques qui ont différents différents idéaux politiques. Déjà à ce niveau, si nous devons les fusionner, sur quelle base on les fusionne et comment vont-ils travailler? Parce que là, c'est là tout le jeu. Si on arrive à projeter la création de comités qui décident des sujets majeurs, on n'est pas loin de la fusion, non, William? La fusion est possible parce que vous pensez qu'ils ont d'idéologie ou d'idéaux? Moi, je pense qu'ils n'en ont pas. Le seul point commun, c'est Patrice Talon. Le seul idéal. Leur idéal, c'est Patrice Talon. Qu'ils me prouvent le contraire dans leur façon de faire la politique. Quand Jean-Luc Mélenchon sort en France, on sait que c'est un débat de gauche. Quand Marine Le Pen sort ou Éric Zemmour, on sait que ce sont les opinions de droite. UP et BR, même Emmanuel Macron, qui fait un peu comme Patrice Talon en mettant droite et gauche dans sa formation politique et en les regroupant, on sait de cette formation politique acquise à Sarkozy ou de cette mouvance présidentielle, quand on fait des nominations, que cette personnalité vienne de gauche ou de droite, on sait quelle orientation Emmanuel Macron veut donner à un nouveau gouvernement ou quelle mission il veut assigner. Est-ce que c'est le cas au Bénin? Je dis non et je continue à penser qu'ils ont un idéal, c'est clair, mais c'est Patrice Talon. Maintenant, si c'est Patrice Talon leur idéal commun, c'est qu'il y a un peu plus de facilité à se retrouver parce qu'ils ne le défendent pas. Au Bénin, nous n'avons pas des oppositions d'idéaux, on a des oppositions de personnes. C'est pour cela que la versatilité politique est la norme et les débauchages sont légion en fait. Maintenant, par rapport à 2026, vous savez, ils ont tout intérêt, ces deux partis qui nous ont amené la réforme du système partisan et qui ont été les premiers à les implémenter parce qu'ils étaient à l'Assemblée nationale en adoptant les lois. Ces deux partis ont tout intérêt à nous prouver que cette réforme du système partisan, pour avoir échoué en 2021 et que Patrice Talon soit élu non pas d'un parti politique, mais une fois encore soit un élu indépendant, mais soutenu par des formations politiques, ils ont tout intérêt à nous démontrer que leur fameuse réforme marche et qu'elle a des possibilités de rentrer dans l'histoire de notre pays. Parce que, ne l'oublions pas, les candidatures indépendantes ont eu raison dans l'histoire politique de notre pays depuis 1990, de partis politiques qui ont présenté des candidats. Je ne sais pas ce que Boni Yayi était politiquement avant de devenir président de la République, encore moins Patrice Talon, ou Kérékou, son image seule lui a suffi pour rassembler encore quelques ténors qui ont dit « nous ne voulons plus de Nicéphore Soglo ». C'est pour dire que aujourd'hui, on entend des candidatures indépendantes venir pour 2026 et si l'histoire se répétait, parce que l'histoire bégait très peu en la matière, si l'histoire se répétait, c'est bien possible que cette très très grosse boîte soit là, ces machines soient en branle, mais qu'une candidature indépendante leur ravisse la vedette. Et c'est pour ça peut-être qu'ils sont en train de se préparer. Côté législatif et communal, ils auront beaucoup de mal pour moi, parce que je pense que même dans la mouvance présidentielle, les partis satellites, Moël et autres UDBN existent parce qu'ils se disent... On va parler ils savent qu'il y a très peu de chances d'avoir la même influence dans les grosses boîtes, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais par rapport à la présidentielle aussi, je crains, parce que Patrice Talon a dit que c'est à 6 mois des élections qu'il faut faire le débat. Je doute qu'il puisse avoir les coups des franches pour discuter des vrais sujets de sitôt. Moi, je pense que c'est aussi le moment pour ces deux partis-là de prouver qu'au-delà des intérêts personnels, des intérêts que chacun défend,
qu'on peut mettre de côté nos divergences et rester ensemble pour gagner un pari. Le pari, c'est de pouvoir conserver, bien entendu, le pouvoir en 2026, parce que vous imaginez si la mouvance perdait le pouvoir en 2026, c'est qu'il y aura un chamboulement total disons, sur la scène politique nationale. On va reprendre tout à zéro pratiquement. Oui, parce que l'opposition va vouloir imprimer son rythme, l'opposition va vouloir, disons, changer beaucoup de choses. L'opposition ne va pas supprimer le PR ou le BR, l'opposition ne va pas interdire le PR ou le BR, on va toujours assister à ce qui va. Oui, mais vous savez, l'histoire politique de notre pays nous a montré nous a enseigné que lorsque quelqu'un vient au pouvoir, on essaie disons, d'exploser les autres partis qui sont... Parce que les autres, d'office, vont se ranger du côté de l'opposition. On aura maintenant l'opposition dans le camp de la mouvance et la mouvance dans le camp de l'opposition. Et pour rien au monde, un certain Yahi Boni, président de l'aide démocrate, qui ne peut plus être candidat, il fera tout pour casser, en tout cas, ces partis-là qui pourront faire. D'ailleurs, des gens vont affluer vers ce nouveau parti qui va gagner les élections. On sait comment ça se passe. On va commencer par dire, écoutez, nous avons fait notre expérience avec l'autre. Nous l'avons soutenu jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons décider. Temps pour faire l'opposition. Pour faire l'opposition, on dit, c'est pour les intérêts du pays. Si on m'appelle pour servir ma nation, je ne peux pas refuser. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que c'est une épreuve pour le BR et puis l'UP qui doivent pouvoir garder leur solidité et pour essayer d'affronter. Encore qu'ils disent qu'ils ne sont pas UPR, les défis ils sont qui UP le renouveau. Pour refuser l'UPR créé aux premières heures de l'indépendance. Comment on va faire Issa Salé. Sinon, comment on va faire maintenant? Il y a eu dans leur dénomination. C'est plus facile pour nous de dire UPR. Et il y a un dans leur dénomination. Ils ont dit que c'est UP le renouveau. Bon, c'est eux qui ont dit quand même. UP le renouveau. Voilà, un autre axe de discussion. Pourquoi est-ce que c'est seulement les deux partis? Si l'idéal est de conserver le pouvoir après 2026 et après Patrice Talon, pourquoi est-ce que c'est seulement les deux partis qui décident de travailler ensemble? Ils se prennent pour les plus grands et les plus gros de la mouvance, William? Ils ne se prennent pas, c'est ce qu'ils sont. Ils sont des gros morceaux. Donc on peut oublier les petits. D'abord, ils vont vous dire... On peut zapper sur les petits, comme disent les jeunes. Ils peuvent vous dire même que ces petits sont des enfants illégitimes. Et ils se prêtent à le dire parfois en meeting. Oui. Parfois en meeting, ils se permettent de le dire. Souvenez-vous des communales de 2020. Je crois bien que l'UDBN a participé. J'étais la plupart du temps dans la 6e circonscription électorale à l'époque, fief de Claudine Prudencio à la base, mais si vous entendez les discours politiques par rapport à des gens préféraient le PRD en 2020 à l'UDBN de Claudine Prudencio comme étant un parti de la mouvance présidentielle. Donc, les grosses boîtes pensent que ce sont des boîtes illégitimes, ce sont des machines nées des dernières pluies, et comprenez aussi l'atmosphère politique. Le haut lieu, la citadelle de la démocratie, c'est le Parlement. Qui y sont aujourd'hui, mouvance présidentielle parlant? C'est UP le renouveau et Bloc républicain. Dans les communes, qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui sont à la manœuvre? Et c'est ça aussi. Parce que dans les bureaux politiques de ces formations politiques, dans les instances décisionnelles, voyez ce que représentent les ministres en poste, les élus ayant des mandats électifs. Et ce sont eux qui ont des bases, ce sont eux qui sont au contact des populations. Parce que comme on le disait dans le débat précédent, ils n'ont pas forcément d'idéologie. Ils défendent Patrice Talon. Et parfois dans des milieux où Patrice Talon n'a pas réalisé grand-chose et il n'y a pas de réalisation à brandir, on utilise l'aura du politique plus élevé en dignité, en hauteur et plus haut placé dans la République, et sa base politique traditionnelle fidèle à lui, pour pouvoir engranger quelques électeurs. Oui, Ulrich, est-ce que ce n'est pas de l'exclusion quelque part? Quelqu'un a sorti une logique à Abou Mekaravi quand il était encore aux affaires. En politique, c'est la multiplication et l'addition, pas la soustraction et la division. C'est plus que ça, c'est plus que ça. Parce qu'en politique, il y a toujours des jeux d'intérêt, il y a toujours, comme je l'ai dit tantôt, il y a toujours des convenances, que ce soit personnelles ou de groupe. Mais d'une certaine manière, vous avez dit tout à l'heure qu'ils se prennent pour des partis, pour les plus gros partis. Ils ne se prennent pas pour des plus gros partis, ils sont les plus gros partis. Et cela ne veut pas dire qu'il faut minimiser les petits partis. Mais tout simplement, nous sommes en démocratie. Et vous le savez, c'est la loi, c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Donc, si nous sommes ici, 4 sur ce plateau, c'est 5 sur ce plateau, et que 3 choisissent le oui, mais c'est que d'office le oui passe. Donc c'est comme ça en démocratie. D'une certaine manière, c'est que quand vous n'êtes pas majoritairement important, c'est que vos décisions ne passent pas. Et je l'avais dit tantôt, je l'avais dit il y a quelques mois,
on a eu l'opposition au Parlement. L'opposition est au Parlement. C'est vrai, c'est beau. Mais l'opposition reste minoritaire. Ce qui veut dire que ces voix seront toujours minoritaires. L'opposition peut dire, là, je ne suis pas d'accord, mais quand on passe au vote, la mouvance vote, l'opposition vote, mais on se retrouve toujours avec des suffrages minoritaires conformément au nombre, et ça passe simplement, c'est tout. Donc, l'opposition a intérêt aujourd'hui à travailler pour être beaucoup plus représentative au Parlement, pour pouvoir faire imposer ces lois. Moi, je pense que c'est d'abord ce à quoi nous devons penser. De cette législature. Évidemment, évidemment. Une dernière intervention, Éric, on va finir. Je pense que sur la question, ils ont un peu quand même circonscrit le cadre de rencontre. La base, c'est l'accord de gouvernance que les deux partis ont signé le 17 mai 2020 et qui fait cas de ce que les deux partis se doivent de se rencontrer de façon périodique pour aborder certains sujets. Et l'objectif était de faire taire les rivalités entre les militants au niveau des communes en difficulté, voyez-vous. Ce n'est pas un rassemblement des partis politiques de la mouvance. Autrement, si ça avait été le cas, je pense que d'autres partis de la mouvance seraient invités à la rencontre. Donc, tout ce qui se dit et se fait a pour base l'accord de gouvernance que les deux partis ont signé et n'engage que les deux partis politiques. Oui, mais il faut projeter justement cet accord sur le long terme et voir un peu qu'est-ce que ça change en termes de donne sur la configuration, sur la scène politique nationale et voir sa pérennité aussi au-delà de ce qui se gère au quotidien actuellement. En tout cas, on observera de près comment est-ce que ça va continuer à discuter à ce niveau. On verra un peu en temps opportun ce qu'il faudra en dire en termes de commentaires. On va aborder notre deuxième sujet, la loi sur l'amnistie. Il fallait s'y attendre, hein. Ça devrait échouer, non, Franck? Et ça a échoué. Oui. Et ça a échoué. Et ça a échoué. D'ailleurs, certains ont prédit la chose. J'ai pu écouter Hassan Seibou, le président du groupe parlementaire Bloc républicain au Parlement, qui, déjà quelques jours avant, a publié un texte pour décrire point par point d'abord les insuffisances de la démarche des opposants au Parlement, ce qu'ils devraient faire pour que ça marche. Et il a été un peu péremptoire, il dit que ça devrait échouer et ça n'a pas raté. Moi, je pense que lorsque vous lisez ces arguments et vous voyez le résultat final, je pense que l'opposition donne toutes les raisons au Parlement de rejeter davantage cette loi. Oui, mais parce que est-ce que ce n'est pas une posture politique qui fait échec à cette loi-là, même si on parle de structuration technique? Oui, mais politique, justement, parce que quand vous êtes sur le terrain politique, ce n'est pas comme des scientifiques, quand vous dites 1 plus 1, ça fait forcément 2. Mais là, vous devrez faire adhérer les gens à votre projet de vouloir faire passer une loi d'amnistie. Parce que, vous êtes en minorité, vous n'avez pas le nombre qu'il faut pour changer quoi que ce soit ou pour faire passer quoi que ce soit. 2, c'est que vous êtes opposant. Vous êtes opposant, les autres défendent autre idéologie, vous défendez, bien que vous les écoutez, ils disent, ce sont nos amis, ce sont nos frères, nous voulons que ça marche pour eux. Est-ce que ça a vraiment déterminé la position, je dois dire, des mouvanciers à l'Assemblée nationale? William, c'est la fable qui établit que la raison de plus fort est toujours la meilleure, le loup et l'aïeau. Tant qu'on est faible, ils ne pourront jamais faire passer leur loi, ils ne pourront jamais faire passer leur avis. C'est tout normal, mais par rapport à ce que Franck disait, j'ai envie de dire 2 mots. Vous savez, les députés de la mouvance présidentielle, quand c'est de leur côté, ils ont certains arguments qui, moi, m'arrachent quelques sourires. Eux, ils se sont mis à défendre une loi budgétaire qui est venue en procédure d'urgence. Mais quand et qui est venue sans tenir compte de leur budget voté, et ils ont acclamé. Et ils disent maintenant qu'il y a une loi qui a suivi un chemin. Les politiques ont des arguments auxquels il ne faut toujours pas se fier. Quand j'ai fini d'évacuer ça... Oui, Franck, on va permettre à quand j'ai fini d'évacuer ça, je dis les démocrates... ils devraient échouer, ils ont échoué. Ils font du François Mitterrand. Mitterrand dit que l'opposition s'oppose. Que c'est la phrase? L'opposition s'oppose. Célèbre opposant de la 5e République. Après, il est venu aux affaires aussi. Donc, ils font du Mitterrand. L'opposition s'oppose. Rapport de Louis Blavonu, ils s'opposent. Loi budgétaire, ils sont d'accord, ils travaillent en commission. Mais s'ils ont des arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent, justement, ils applaudissent. Ils disent que les arguments ont été intégrés, par exemple, à la loi budgétaire, mais que, en fait, ils s'opposent. Rapport de Louis Blavonu, il y a des ordinateurs pour eux, ils le savent, mais ils n'ont pas vu le rapport. Le rapport est venu à la veille, ils s'opposent. Parce qu'ils s'opposent,
La mouvance présidentielle leur a rendu la monnaie. C'est le débat démocratique, c'est le jeu de la majorité. Et c'est tout normal. Maintenant, oui, je m'en voudrais de ne pas rajouter très, très rapidement. Quand Patrice Talon dit que techniquement, une loi d'amnistie pour différents événements, ils n'ont pas un fait unique, n'est pas possible. Ne vous attendez pas à ce que les députés acquis à sa cause fassent autre chose. On verra le contenu tout à l'heure, oui, Ulrich. C'est vrai que le rejet a créé beaucoup de polémiques, mais il faut dire que c'est diversement apprécié. Et chacun l'apprécie selon son angle de vision. Mais ce qu'il faut le plus retenir, ce n'est pas ce rejet qu'il faut analyser beaucoup plus, mais les conséquences de ce rejet-là. Parce que les conséquences, si on doit faire attention aux différentes phases, on peut les énumérer en 3. La première, c'est que ce rejet amène les autres policiers ou bien oblige ces prisonniers-là à faire encore plus de jours. Parmi ces prisonniers, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des travailleurs, ceux-là qui ont perdu d'une certaine manière une bonne partie de leur vie et de leur vie, en fait, précisément de leur vie professionnelle, de leur vie matrimoniale. Deuxième aspect, ça joue contre le dialogue politique. Tout simplement parce que chaque fois que l'opposition parle, l'opposition ne parle que des exilés et des prisonniers politiques. Et je pense que cette loi d'amnistie était bien partie pour pouvoir, d'une certaine manière, ramener le débat sur la table et calmer les dissensions nationales. Et le troisième aspect, c'est l'image du pays qui reste d'une certaine manière écornée parce que chaque fois qu'on dit, il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés, c'est une image qui ne fait pas toujours bonne presse, qu'on le veuille ou non. On n'ira pas souvent dans les détails, on garde juste la façade de prisonniers politiques, d'exilés politiques. Donc je pense que cette loi d'amnistie était bien partie pour corriger quelque chose, mais bon, les arguments ont été avancés, comme je l'ai dit tantôt, les arguments seront diversement appréciés selon l'angle de vision. Eric, l'analyse politique, ou oui, l'appréciation politique de l'échec de cette loi. L'opposition s'oppose. Je pense que Basil Rossi n'a pas la même compréhension, puisque lui, il a trouvé que le budget, il fallait le voter. Oui, l'opposition s'oppose, c'est tout à fait normal. Et nous savons aussi que elle s'oppose à la mouvance, et la mouvance s'oppose à l'opposition. Et c'est ce que la mouvance a fait sur la loi d'amnistie. Donc il y a une logique politique aussi. Et je pense que peut-être que l'échec, c'était ce que les démocrates voulaient. Parce que l'objectif à ce niveau, c'est de montrer les coupables à la face du monde, les responsables du sort de Madougou et de Haïvo avec le rejet de cette loi, que les voilà, ce sont les députés de l'opposition et le chef. Et peut-être que dès le début de l'introduction même de cette loi, les démocrates eux-mêmes savaient qu'ils n'avaient absolument aucune chance de faire prospérer une telle loi et justement dans l'actualité politique et chaque fois qu'il est question de loi d'amnistie. Mais nous avions essayé de mener à bien ce projet, mais c'est vous qui ne voulez pas de la libération de ces personnes, voyez-vous. Cela peut avoir auprès de l'opinion certaine sensibilité sur ce sujet. C'est vrai que quelqu'un a dit que techniquement ce n'était pas possible. Et comme l'a dit William, est-ce qu'avec déjà ces déclarations bien avant l'étude du projet, est-ce que les députés pouvaient justement aller bien au-delà? Mais je pense que nous sommes à l'Assemblée nationale et si, comme on dit, l'opposition voulait vraiment se donner une chance de faire propre cette loi, la démarche aurait été quand même de mener des démarches d'échange à l'endroit des acteurs politiques, y compris même les FCBE, et c'est quand même de mobiliser plusieurs acteurs pour que ce ne soit pas seulement leur propre initiative. William, je vous relance sur cet aspect que vous avez commencé à engager, hein, la posture de Patrice Talon, qui avait clairement signifié sa position par rapport à cette loi et qui, ma foi, a dû certainement aussi amener les députés à aller dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas un faux coup communicationnel qui n'est pas forcément à l'image des députés qu'on attend, de qui on attend une certaine indépendance, une certaine autonomie, en tout cas pour l'appréciation des lois qui tombent sur la table et qui doivent être au profit de la République? Affirmatif et bien au-delà. Avant cette sortie de Patrice Talon, souvenez-vous de la rencontre entre les démocrates et Patrice Talon. Déjà là, sur la question de Madougou, Haïvo et autres, vous avez vu la posture de Patrice Talon. Tranché, la mine fermée. Quelques jours après, dans cet entretien, il dit que techniquement, cette loi ne tient pas parce que pour différents chefs d'accusation, des gens ont été condamnés à différentes peines et exécutent plusieurs peines, qu'on ne peut pas regrouper tout ça
et faire une loi d'amnistie pour eux. D'un point de vue un peu juridique, oui, on va commencer à ouvrir le débat sur cet aspect. Je suis tenté de lui donner raison. D'un point de vue... tenté ou il a raison? Je pense qu'il a raison. Parce que une loi d'amnistie, on peut en faire beaucoup peut-être si on a besoin de faire une loi d'amnistie, parce que on va commencer par les événements de 2021 par endroit. Ensuite, ceux qui ont commis des actes n'étant pas dans le champ de la présidentielle 2021, donc des actes antérieurs à cela, et qui pour ces chefs d'accusation là seront libérés, même si le président pense que d'autres personnes ayant commis les mêmes infractions pourraient être en droit de demander. Je ne le pense pas. Ça, c'est la solution juridique. Mais ne l'oubliez pas, l'autre a dit que le droit est le porte-parole fidèle des décisions politiques. Politiquement, ce débat peut se faire parce qu'on sait, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, dans son avis de novembre 2022, est clair. La détention de Rekia Madougou est arbitraire. Ça, ce sont les experts de l'ONU qui le disent, et c'est du point de vue juridique. C'est déjà du point de vue loi. C'est déjà du point de vue politique. Oui. On trouve que c'est une détention politique et que beaucoup s'accordent là-dessus. Et que du point de vue juridique, il y a encore des avis comme celui-là. Je pense que c'est faisable. Donc, la mouvance présidentielle, les députés n'ont pas à nous clamer leur indépendance. On sait qu'elle est hypothéquée. Et je pense que les discussions doivent être extrêmement politiques désormais pour trouver des arrangements. Maintenant, pour les démocrates qui en font un fonds de commerce, tant mieux, parce que eux, ils diront que toutes les fois, ils ont essayé de le faire et que cela n'a pas marché. Quitte à eux de changer de stratégie, de penser à d'autres lois. La loi sur l'amnistie n'était pas le seul projet de législature qu'on évolue parce que la République, elle est en marche. Elle ne va pas s'attarder sur ces sujets-là jusqu'en 2026. Et la mouvance présidentielle vous dira... Ça peut être un élément de chantage et ça tout au long de cette loi. Oui, l'argument technique, rapidement vos avis, le temps de boucler ces échanges. Oui, l'argument technique, lorsque vous écoutez... Hassan Seibou, par exemple, il dit que le mobile pour lequel on évoque ici la loi d'amnistie, pour lui, ça ne tient pas. Et il s'étonne du fait qu'il y ait des juristes, des techniciens du droit au niveau des démocrates, des chevronnés d'ailleurs, qui n'aient pas vu cela parce que pour lui, quelqu'un qui est condamné, par exemple, pour trafic de drogue, quelqu'un qui est condamné pour je ne sais quoi. Il y a des condamnés pour trafic de drogue. C'est des exemples, c'est des exemples. Sur ceux qui sont condamnés. C'est des exemples qu'il a donnés, je le cite. La loi tient compte des détenus politiques et également des personnes en exil. Voilà. Oui, quelqu'un qui est condamné ou quelqu'un qui refuse, par exemple, de se présenter devant la justice. Ou bien quelqu'un qui a détalé parce qu'on l'a convoqué. Par exemple, des primes de 20 millions d'escalier ou un truc comme ça. Voilà, et qui est parti. Qu'on demande. Lui, il a évoqué la question du trafic de drogue. Vous ne lui avez pas demandé. Lui, il pose les questions. C'est vous qui posez les questions. J'ai vu dans les journaux dans ce pays que quelqu'un a pris d'escalier pour 20 millions. Mais c'est vous qui posez les questions. Après, la personne a pris la route d'escalier. Vous qui avez la police des débats. Vous êtes c'est vous qui posez les questions. Responsable. Et donc, pour lui, les mobiles évoqués pour proposer, disons, la loi d'amnistie, pour lui, techniquement, ça ne tient pas. Maintenant, lorsqu'on laisse tout ça, je crois que l'autre l'a dit, William l'a si bien dit, il dit le débat doit être politique. Moi, je pense que nous sommes sur un terrain politique. Et lorsqu'on sait que le Parlement, c'est le haut niveau de la politique, laissons ce que nous avons promis aux électeurs. Parce qu'on ne peut pas faire d'une loi d'amnistie un projet de législature. Moi, je dis que ce n'est pas bien. Un projet de législature, on a promis aux populations pour avoir leur voix. Dès que nous arrivons là-bas, ils vont les sortir. Nous, on va mettre le paquet, ils vont les sortir. Vous arrivez, vous êtes confronté à un grand mur. Le grand mur, c'est aujourd'hui le nombre des députés UPR. Parce que les populations n'ont pas suffisamment voté pour eux afin qu'ils aient le nombre requis pour faire la pression. Mais ils en étaient conscients. Les conditions dans lesquelles ils ont participé aux élections et tout ça. Moi, je pense qu'il faut adopter une démarche politique si on veut faire... Puisque l'opposition n'a jamais été flexible depuis l'ouverture de cette législature. Lorsque vous ne faites pas cadeau... Ça ne fait qu'un an, ils ont encore 2. Si je viens également, si j'ai l'occasion, je vous fais cadeau. Rapidement sur l'argument technique. Oui, tout de suite, pourquoi voulez-vous que l'opposition soit flexible? L'opposition s'oppose. L'opposition est là justement pour défendre ses intérêts aussi. Mais très vite parlant, moi, je veux réitérer 2 phrases prononcées par 2 personnes qui ont attiré mon attention dans ce dossier-là. Il y a d'abord l'un des avocats de Maître Aïvo, Maître Fatih Ousmane, qui a clairement dit que la clé de cette situation
est avec quelqu'un qu'on appelle Patrice Talon. Ce qui veut dire que déjà, il est en train d'insinuer que d'une manière ou d'une autre, s'il y a eu ce rejet, ça veut dire que ça vient d'en haut. Donc, ça n'engage que lui, c'est lui qui l'a dit, je ne fais que paraphraser. Mais l'autre aspect qui m'intéresse encore plus, c'est Espérance TB de MPL qui dit que quand vous vous heurtez à un mur ou à un échec, il faut changer de fusil d'épaule. Donc là, je rejoins Franck en disant que la solution, le projet d'amnistie, le projet de la loi spéciale de projet d'amnistie n'a pas abouti. Certes, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies et moyens pour pouvoir aider, pour pouvoir d'une certaine manière soulager ces prisonniers? Moi, je parle beaucoup plus des prisonniers politiques, ceux-là qui aujourd'hui, d'une certaine manière, ont compris qu'ils ont commis certaines erreurs parce que étant justement se sont retrouvés dans une situation de violence post-électorale et qui ont déjà perdu plus de 2 ans de leur vie. Je pense que c'est beaucoup plus choquant de savoir que ceux-là ont besoin de liberté. On a la possibilité de leur accorder cette liberté, mais pour des jeux de politique, on ne leur accorde pas cette liberté qu'ils méritent. Je pense que techniquement, l'argument évoqué justement par le chef de l'État tient certainement la route que nous avons affaire plutôt à la justice, n'est-ce pas, et que ce qu'on est en train de demander n'est pas possible. Mais au plan politique, je pense qu'il y a l'honorable Malik qui a fait une proposition. Il est temps que dans ce projet, que des personnalités engagées politiquement se retirent, des personnes moins engagées puissent justement prendre cette cause et puis la porter. On pense à des religieux, à des oui, on a entendu sur RFI quelqu'un promettre continuer à toquer à une porte qui ne s'ouvre pas. À chaque fois que la mouvance va soupçonner l'opposition de pouvoir utiliser cette loi d'amnistie à des fins politiques, il y aura toujours problème, voyez-vous. Et puis, nous allons rester dans cette situation pendant que ces personnes se retrouvent toujours en difficulté. En tout cas, on verra pour la suite. Hein. Les députés démocrates promettent en tout cas du show lors de l'atterrissage de cette loi sur la table en plénière. Vous venez de trouver une très bonne formule pour la campagne prochaine. Bon, vous savez, nous sommes 28, nous avons essayé de porter le projet, mais c'est parce que notre effectif est inférieur que le projet est échoué. Donc, si vous voulez que le projet... Votez pour nous massivement. Massivement. Et j'espère que les gars de la mouvance aussi l'entendent et auront certainement le contre-argument dans le temps. Donc, c'est les thèmes de campagne, ça. En tout cas. Allez, les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et surtout un très bon début de week-end et un week-end assez excellent par anticipation, puisque moi, ma tâche va s'arrêter à la fin de cette émission pour le compte de cette semaine. Allez, bonne journée. On vous laisse en compagnie de William, non? Oui, William va pas loin. Hein. Il a quelques confidences à me faire, notamment sur sa nouvelle rubrique qui commence tout à l'heure. En attendant, on va faire une petite pause, le temps de revenir, pour suivre Instant Droit.